Here we go, 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 baby. Bonjour à tous, bienvenue sur Trait d'Union. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Nadia Moussa. On se retrouve pour un nouveau podcast. On va découvrir un peu plus ton parcours sur ce qui t'anime. Tu es architecte et on va parler aussi de l'immobilier aux Comores, donc sujet très très peu abordé dans les médias comoriens. En tout cas, j'ai eu du mal à trouver. Et je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous comme pour moi d'en savoir plus. Donc, bonjour Nadia. Bonjour. Alors, je vais commencer directement par la première question. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier déjà ? Personnellement, je me suis orientée vers ce domaine, pas forcément parce que j'étais une femme ou mais c'est parce que c'était un sujet qui était souvent abordé à table quand j'étais petite. Mes parents avaient un chantier. Et à chaque fois au dîner, il se faisait un compte-rendu, voilà, le maçon, le carreleur, enfin, les différentes phases et les différents problèmes qui peuvent se poser pendant un chantier. Et avec mon petit frère, on entendait ces échanges. Et puis après, quand on jouait, on s'amusait à fabriquer des briques et à construire des maisons parce qu'on avait ce chantier qui était en cours. Et pour nous, c'était un peu comme un jeu. Par la suite, il a fallu choisir un métier. On nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Alors moi je suis passée par d'autres choix, hein, comme tout le monde. J'ai voulu faire plein d'autres métiers et puis un jour je me suis arrêtée sur architecte parce que ça prenait sens et il y avait une liaison entre ces jeux et ces bouts de conversation que l'on a eus et ce qu'était le métier d'architecte. C'est le côté concret. C'est intéressant, mais à la fois stressant, parce que ce que nous faisons sort de terre et est visible et reste là pendant longtemps. Ce qui avait aussi d'un peu rassurant dans tout ça, c'est que ce sont des études assez longues. Donc j'avais compris que j'aurais eu le choix d'apprendre d'avoir les garde-fous pour éviter d'être trop stressée par la suite. Il y a une expression que tu as utilisée tout à l'heure qui m'a marquée. Elle me rappelle elle-même un livre que je lis en ce moment sur une pharaon. Et à cette époque-là, dans l'Égypte ancienne, les constructions étaient très importantes parce que c'était ce qu'on allait laisser en guise d'héritage et je me rendais pas compte de ce que la construction pouvait incarner en fait pour les gens et pour ce pharaon, elle disait que c'est le prolongement d'elle-même après sa mort. C'est-à-dire que même quand elle ne sera plus là, la construction sera toujours là. Effectivement, c'est une analogie très pertinente et parlante. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est un monument que peut-être peu de gens connaissent, la mosquée Salmata Hamisi. Parce que parmi mes différentes activités, je fais de l'architecture plutôt moderne. On me reproche des fois d'être un peu trop, pas du tout dans la tendance dominante aux Comores, mais je considère que je construis pour la postérité. Ce qu'un architecte construit, c'est pour au moins une génération à venir. Donc ce que je construis doit être au goût du jour pour au moins 25-30 ans. Nos enfants pourraient y habiter encore là-dedans, et puis peut-être eux, ils décideront de restaurer ou de ne pas restaurer, mais en tout cas, ça doit être pérenne jusqu'à au moins une génération. Et puis à côté de ça, je milite. J'étais beaucoup plus active à une époque, un peu moins maintenant malheureusement, pour la sauvegarde du patrimoine bâti des Comores. Il y a une association et maintenant des associations qui militent dans ce sens pour tout ce qui est héritage des anciens. Et j'ai découvert en travaillant sur cette thématique-là qu'il existe une mosquée à Moroni qui porte le nom d'une femme. C'est la mosquée Salmata Hamisi. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler plus en détail. Et cette mosquée-là a été construite et porte le nom d'une femme qui a voulu laisser son nom à la postérité. Des informations que j'ai eues, ça restait à vérifier bien sûr, mais c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant. En construisant, en participant à l'édification de cette mosquée, son nom restait pour la postérité. Effectivement, puisque nous on vient des générations après, on sait qu'il y a une mosquée, à ma connaissance, la seule mosquée à Moroni qui porte le nom d'une femme. En matière de préservation du patrimoine, on en est où ? Parce que là, si on milite, ça veut dire que quelque part, on n'est pas assez sensibilisé sur la question, à échelle individuelle et à échelle étatique ? Je souffle, parce que c'est un gros regret que j'ai par rapport à ce travail de militant. Parce qu'en fait, et tu as trouvé le bon mot, il y a une échelle individuelle et une échelle étatique. À l'époque, quand j'étais très active, on travaillait pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO
de biens bâtis des Comores. Ça porte un titre, c'est l'héritage des sultans. Donc c'est un dossier qui a été élaboré, finalisé dans une version draft, transmis à certaines sphères. Ce qui nous manque, c'est qu'à l'échelle étatique, parce que c'est un État qui parle à l'UNESCO, c'est pas une association, c'est pas des individus. Et en tout cas, à l'époque, on n'a pas eu les interlocuteurs étatiques qui ont accepté de porter ce dossier-là pour le soumettre à l'UNESCO en tant qu'État voulant bénéficier du parapluie de l'UNESCO et les subventions, les expertises d'un certain niveau pour que ces bâtiments soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les gens vont partout dans le monde visiter le Machu Picchu, la mosquée de Djenné au Mali quand c'était visitable. Les gens pourraient faire un parcours dans l'océan Indien et s'arrêter aux Comores parce qu'on aurait pu bénéficier de ce sceau de l'UNESCO. Et pour ce qui est des constructions présentes, c'est-à-dire ton temps actuel, tu le consacres vers quel projet ? Mon temps actuel, je le partage entre différents projets. Il y a 2 formes d'exercice. Ici en France, on est spécialisé dans un domaine. Quand je travaillais en tant que salarié chez des confrères, on a fait des immeubles collectifs, on a fait des bâtiments pour des promoteurs. Puis on a aussi, quand j'étais à mon compte associé avec un confrère, on travaillait que pour de la clientèle privée, la villa privée. Donc le mode d'exercice dans un environnement tel que la France, on est forcément spécialisé. Quand en 2006, j'ai décidé de fermer mon agence à Paris et d'ouvrir une agence à Moroni, j'ai analysé le sujet et j'ai compris qu'en fait, je pourrais difficilement prétendre être spécialisée, en discutant avec les confrères aussi, parce que quand on quitte un environnement professionnel, quand on quitte une famille professionnelle pour aller en créer une autre, on échange et on s'est rendu compte qu'en fait, aux Comores, on pouvait difficilement arriver dans un environnement qui était quasi vierge et prétendre être spécialisé que pour des maisons individuelles ou que pour du collectif qui n'existe pas. Moi, mon cursus, on est formé pour aborder différents sujets. Je suis restée dans cette version de généraliste et donc je passe beaucoup de temps en ce moment sur différents types de projets. J'ai travaillé pour l'AFD, j'ai travaillé pour la Banque mondiale, je vais travailler Inch'Allah avec le FMI parce qu'ils ont des sièges, ils doivent faire des extensions ou rénover. Je travaille pour des institutions locales, par exemple la banque mutualiste l'AMEC. J'ai fait l'AMEC Mitsamiouli, j'ai fait l'AMEC Moroni, qui est un bâtiment sur lequel on applique un principe que je propose, c'est le phasage. Parce que je rappelle que la construction aux Comores coûte cher et que même quand on est une banque comme l'AMEC, on ne peut pas engager un chantier du début jusqu'à la fin avec des fonds disponibles. Et donc ils avaient l'idée d'un projet sur 4 niveaux. On l'a étudié, on l'a dimensionné structurellement et fonctionnellement. On n'a livré que 2 niveaux dans un premier temps. Ils ont pu intégrer les effectifs et travailler dedans. 5 ans après, ils sont revenus vers moi. On a fait le 3e niveau. J'attends qu'ils m'appellent un jour, j'espère, pour faire le dernier niveau qui est prévu. Donc c'est un bâtiment de 4 niveaux, mais qui se fait de façon évolutive, étalée dans le temps. Cette logique de phasage, je la recommande très souvent parce que moi, je ne suis que l'architecte, maître d'œuvre, qui conçoit et qui accompagne le client dans ses besoins d'espace à utiliser et par rapport aux moyens dont il dispose, notamment la clientèle privée, que ce soit locale ou les diasporas. Quelqu'un qui a une maison, soit pour le grand mariage, pour une maison tout court, un pied-à-terre aux Comores ou une maison pour vivre aux Comores. Souvent, on aborde la réflexion dans sa globalité et puis dans la mise en œuvre, on fait phase par phase. J'ai analysé la situation, on connaît tous et toutes ces maisons, ces grandes maisons qui sont souvent inachevées ou qui sont mal finies parce que les gens projettent des constructions qui sont peut-être à l'image de leur standing, mais qui ne sont pas en corrélation avec leurs moyens financiers disponibles pour ce projet. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas les moyens, mais ils ont déjà une autre vie et ils ont besoin d'avoir un autre bien, un autre pied-à-terre. Les chantiers sont imposants, mais sont inachevés ou mal achevés. Et surtout, on peut difficilement y habiter parce qu'on habiterait dans un chantier. Moi, je préconise à ce qu'on fasse un bout du chantier, fini, carrelé, électricité, plomberie, tout est utilisable. Et puis, on fera la suite. Il y a la logique financière, il y a aussi la logique de la vie. On est des êtres vivants, on peut mourir tôt ou tard, on ne sait pas.
et il est très urgent d'avoir son bien dans un délai raisonnable. La logique de construction aux Comores est très particulière et je me suis imposé cette exigence. Il faut vraiment réussir à contourner le problème qui fait que les constructions durent trop longtemps, inachevées. Des fois, c'est toute une génération qui attend que la maison se termine. Les parents, les gens peuvent mourir, les enfants partent faire leurs études, font leur vie sans jamais habiter dans ces maisons. Et ça, c'est un vrai débat de société. Je ne suis pas la seule à l'aborder. Il y a d'autres personnes, notamment une cinéaste française d'origine comorienne qui a fait un film sur ce sujet-là. Ça s'appelle La résidence Ilang Ilang. Ça parle de ces chantiers inachevés, des familles de la diaspora, les parents qui vont construire, les enfants qui entendent parler de construction mais qui ne voient que quand ils sont adultes souvent. Parce que les enfants, ils ont commencé à travailler, ils peuvent se payer le billet et ils arrivent à trouver un chantier inachevé. Pour le film de cette jeune femme, le papa est décédé et c'est des enfants qui sont partis vérifier un chantier inachevé. Donc en fait, ça perturbe parce que c'est toute une organisation de vie. Et ça concerne pas que les Comoriens, malheureusement. Pour avoir travaillé avec d'autres diasporas, je sais que les parents projettent des biens pour les enfants. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de visiter une de mes villas que j'avais projetée il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et je demande, mais la chambre du fils, est-ce qu'il est content, le fils ? On me dit, mais en fait, il est venu là une fois, il n'est jamais revenu. Parce que la villa, elle se trouve aux Antilles, les parents vivaient en métropole, comme on dit. Le garçon, il a sa vie en France métropolitaine. On a dimensionné une maison dans laquelle il a été une fois parce que ça met du temps à se construire. Les vies font que c'est différent. Et du coup, cette urgence de partir sur un phasage s'est imposée sur plusieurs aspects. Mais c'est génial. Parce que cette problématique, en tant que Comorien, soit on y est confronté ou soit on en a entendu parler, mais on ne nous a jamais concrètement proposé de solution à ça. À part être un petit peu attristé quand on arrive. Moi, je me rappelle l'été dernier, après 14 ans sans avoir mis les pieds aux Comores, une des choses qui m'a frappée, outre les paysages magnifiques, la verdure, tout ça, c'est les briques grises. C'est-à-dire, tout était gris, tout était inachevé. Et je me rendais compte, en fait, que le problème de la construction, c'est vraiment quelque chose de généralisé. Mais de ce que je vois, c'est que les gens ont du mal à poser dans le temps, en fait, l'avancée des travaux. Et ce qui fait que c'est dès qu'on a les moyens, hop, on met un petit peu, on met un petit peu, on met un petit peu et on ne compte pas. Tout à l'heure, tu as dit que les constructions étaient chères. Moi, j'ai grandi dans le mythe que les constructions aux Comores étaient quasiment données, quoi. Non, mais c'est vrai. On m'a toujours dit, par rapport à la France, construire aux Comores, on peut construire pour une bouchée de pain, ce qui n'est pas du tout vrai. D'autant plus que tu le dis toi-même, hein, quand tu es arrivé 14 ans après, tu as vu que les chantiers étaient inachevés. Donc si c'était vraiment pas cher, ça aurait dû être achevé, ça aurait dû même être mieux qu'en France. Ça aurait dû être fini, on rentre dans une villa clôturée avec les fleurs et tout le reste. C'est un peu triste. Moi, il y a une image pareille, hein, quand on atterrit. On a l'impression que la ville a été bombardée, alors qu'on n'a jamais eu de bombe sur les Comores. Inch'Allah, il n'y en aura jamais. Mais en vue aérienne, on a l'impression que ce sont des ruines. Mais en fait, c'est juste inachevé. Souvent, il y a une maison au rez-de-chaussée qui est finie, en tout cas qui est habitée. Et puis, il y a les briques, la dalle de l'étage. Donc, quand on survole, on voit que la partie du dessus. Il y a 2 facteurs à cela. C'est le coût de la construction, mais c'est aussi le fait que les services d'urbanisme sont quasi inexistants ou n'interviennent pas parce que ailleurs, notamment ici en France, quand un chantier est inachevé, il est sécurisé, il y a un périmètre, on n'y habite surtout pas et il y a des pénalités, hein, vous devez finir votre chantier, ou il y a un suivi juridique et administratif qui fait que les gens doivent avancer dans leur projet ou revendre ou faire quelque chose. Ce suivi-là n'existe pas aux Comores, surtout pas à Moroni et surtout pas dans les villages. Et du coup, les gens avancent avec leurs moyens, à leur vitesse. Il y a aussi un autre point qui est très très crucial, c'est le faible accompagnement des institutions bancaires sur les projets de construction. Alors, il y a une amélioration, hein, mais pas encore à la hauteur. Je sais que maintenant, les banques peuvent accompagner, peuvent accompagner jusqu'à une certaine somme, un projet de construction, mais cet accompagnement reste dérisoire par rapport au coût total du projet. Quand on construit une maison, même à rez-de-chaussée, il me semble que la banque accompagnerait le 1 tiers ou le 1 quart. Donc il faudrait que la personne puisse gérer ce 1 tiers et ce 1 quart correctement
sans dévier, pour pouvoir prétendre avoir le deuxième tiers, le troisième tiers. Et comme l'environnement n'est pas du tout dimensionné pour faire un accompagnement, ni pour les locaux, ni pour les diasporas, aux Comores, les personnes sont, entre guillemets, livrées à elles-mêmes, et tout dépend de leur motivation à rester focus sur leur projet de construction et pas à se disperser. Et ce qui est très particulier, moi j'ai découvert que c'est pas forcément ceux qui sont aisés qui vont au bout de leur projet. Moi j'ai côtoyé des clients d'origine comorienne mais qui partent en vacances 4 fois dans l'année. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de partir en vacances 4 fois dans l'année, mais c'est pas les premiers qui finissent leur projet de construction en Comores. Et du coup j'étais très surprise, je dis mais comment c'est possible? Parce que chacun a sa vie, chacun a ses priorités. Quand on est quelqu'un de la diaspora, on a une vie ailleurs qu'aux Comores. Et donc, c'est normal peut-être qu'on aille en vacances 4 fois dans l'année parce que c'est la vie, l'environnement dans lequel ils vivent. Et nous, pour le projet de construction en Comores, on a un chantier qui est commencé et qui met du temps à s'achever, une date plus ou moins définie. Des fois, c'est interrompu, on ne sait pas jusqu'à quand. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de contrôle. Et surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de maître d'œuvre, souvent à côté de ces gens qui investissent des sommes considérables, mais qui font des fois l'économie de payer un maître d'œuvre. Moi, mon travail de maître d'œuvre, une fois que j'ai fini la conception, une fois que j'ai conseillé pour la section des entreprises et que j'ai conseillé pour la signature des contrats, il consiste aussi à être au milieu, à être l'arbitre entre les entreprises qui souvent, des fois, peuvent abuser quand une entreprise a une relation directe avec le client. C'est du vécu. L'entreprise vient tous les matins ou l'artisan vient tous les matins, il prend des acomptes, mais le chantier n'avance pas. Et souvent, les entreprises sont payées sur la totalité et le chantier n'est pas fini. Parce que le client, le maître d'ouvrage étant un non-sachant, il n'a pas le recul pour dire je t'ai payé la dernière fois tel pourcentage, mais non, qu'est-ce qu'on fait? Le chantier, il avance comment? Et puis il y a aussi ce côté insulaire, on est tous cousins de tous, on se connaît tous les uns les autres, et ça embrouille la relation professionnelle. En tant que professionnel sur cette thématique-là, j'impose un respect, des écrits, c'est un contrat. Après, je décris cette situation qui est un peu répandue, mais à côté de ça, moi j'ai travaillé avec des clients, je suis très fière de ces clients et de ces clientes, parce que souvent on commence, ce sont les femmes qui sont à la tête des projets en tant que clientes, parce que elles sont capables d'être focus, d'être concentrées sur le projet. Moi, j'ai eu un projet qui s'est terminé en 3 ans. C'était pas une maison de grand mariage, donc il n'y avait pas de deadline pour dire il faut qu'on fasse la cérémonie tel été. 3 ans, c'est un record. Le reste du temps, ça peut aller 4-5 ans. Et puis des fois, ça démarre même pas. Ou ça démarre, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. On a dit tout à l'heure, la construction coûte cher aux Comores. Elle coûterait presque le même prix qu'en France. La question que je pose à mes clients ou à mes clientes, est-ce que vous êtes déjà propriétaire ou vous avez un bien immobilier là où vous êtes? Si ça c'est déjà fait, oui, effectivement, vous avez une disponibilité intellectuelle et financière pour envisager un projet au pays, ailleurs, parce que le bien que vous possédez dans l'environnement où vous vivez et travaillez, quel que soit l'endroit, ça peut déjà permettre de faire l'hypothèque et aider au financement du bien que vous projetez ailleurs. Et puis ça permet aussi d'être assez serein parce que ce sont des sommes conséquentes dans un environnement qui n'est pas du tout structuré. Quand on investit dans un projet immobilier en France, en général, on choisit son maître d'œuvre, on choisit sa banque, on a le notaire, tout est ficelé, il y a un accompagnement, il y a les échéanciers, tout est signé, tout est contractualisé, il y a les garde-fous. On peut jouir de son bien, rentrer dans sa maison, dans son appartement, dans un délai qui varie entre 1 an et 2 ans maximum, et on est déjà dedans, et puis on continue à payer les traites. Un projet immobilier aux Comores, c'est un peu différent, c'est un peu plus long. Il y a aussi cet aspect qui, moi, m'a surpris. Une banque en France métropolitaine n'accompagne pas un projet qui se fait au-delà des limites métropolitaines, et qu'un projet qui se fait dans les Antilles, même françaises, c'est pas la banque où le salaire est domicilié qui va financer ce projet-là.
encore plus pour un projet qui se fait aux Comores. On l'a essayé dans certains cas, parce que parmi mes clients, j'avais des clients qui travaillaient aussi dans les banques, mais même en étant dans les banques, leur banque n'a pas voulu accompagner ce projet. Quelle est la meilleure manière de se préparer quand on est de la diaspora? Est-ce qu'il vaut mieux économiser pendant plusieurs années et se dire au moment où je me lance, je me sens prêt? Est-ce qu'il est mieux de passer justement par des systèmes de prêt? Est-ce que si on va aux Comores, on pourrait potentiellement nous accorder un prêt même si on n'est pas résident? Quelle est la meilleure façon de se préparer, même au niveau de la mentalité en fait? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on commet souvent et qu'on pourrait éviter en tant que personne de la diaspora? L'erreur qu'on pourrait commettre au départ, c'est de ne pas se renseigner sur les professionnels avérés du métier. Parce que des fois, on peut vous recommander des professionnels qui se trouvent ne pas en être. Ça, c'est un premier point. Un besoin de vérification des références de ce professionnel ou de ce professionnel pour être sûr que je me lance dans une aventure financière qui est conséquente et qui va me prendre du temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, si on doit bien réfléchir sur la personne avec qui on commence le projet, ça veut dire que c'est pas forcément la famille, c'est pas forcément le cousin, c'est pas forcément l'ami. Si l'ami est un professionnel avéré, c'est la bonne personne. Si l'ami est juste un ami, c'est que c'est pas un professionnel. Des clients viennent me voir, ils ont fait une partie de leur projet avec la famille ou avec un ami d'enfance, c'est un frère, sauf qu'il n'est pas du métier. Il a fait ce qu'il a pu, et puis après, il l'abandonne en cours de route. Le projet est ni fait ni à faire, mais il a fait ce qu'il a pu. Une fois qu'on a constaté cette situation, avec d'autres partenaires, notamment les entreprises qui interviennent dans le domaine de la construction en France et aux Comores, donc ce sont des gens de la diaspora aussi que l'on peut rencontrer ici en France pour préparer son projet aux Comores et dans les îles. On organise les rencontres, pour le cas des Comores, Je construis aux Comores. C'est un consortium, JCAC. On s'est regroupé avec d'autres corps de métier autour de la construction aux Comores et on a organisé avant Covid des rencontres pour rencontrer les personnes intéressées par la construction aux Comores. C'est sûr, en 2024, j'ai pas de date, mais il y aura une rencontre Je construis aux Comores en France, avec une partie qui se fait aux Comores aussi. Et ça permet de rencontrer et d'échanger avec des professionnels, de discuter, de prendre les informations ou de soumettre son projet. Et est-ce qu'il existe un annuaire qui référencerait justement ces professionnels dignes de confiance, disons ça comme ça, ou est-ce qu'il existe, je ne sais pas si on peut parler de label ou un titre en fait qui nous permet de clairement savoir en fait, lui ou elle, on peut lui faire confiance. C'est une question très très pertinente parce qu'en fait, on se pose cette question, comment créer un label? Et justement, à travers ces rencontres JCAC, on souhaiterait tendre vers ça. C'est que les partenaires qui sont autour de l'événement JCAC, ce sont des professionnels qui construisent, qui sont sur le terrain. C'est pas une personne à qui vous avez payé votre acompte et qui va disparaître dans la nature, qui ont déjà fait des projets visitables et vérifiables, et ça permet de créer une relation de confiance. Et puis il y a aussi, par contre je citerai, il doit y avoir plusieurs annuaires. Moi je connais personnellement Annuacom, qui est un annuaire finalisé par un de nos partenaires JCAC, Ouchawiri, et Annuacom, c'est un annuaire, et on trouve les différents professionnels de différents domaines, pas que de la construction, présents aux Comores sur les 3 îles. Si tu le veux bien, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, et c'est vrai que je n'ai pas rebondi, mais l'investissement immobilier aux Comores. Comment dire, est-ce un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est vraiment accessible? Qui peut investir aux Comores? Dans quelle mesure? Après, c'est très très vaste comme question, j'entends bien. Alors, qui investit aux Comores? Moi, je dirais tout le monde. Les gens qui me contactent, ce sont des profils divers et variés. Ça peut être des jeunes, tout seuls, célibataires, mais qui gagnent de l'argent et qui veulent soit construire une maison parce que lui-même il a besoin de se projeter, d'avoir un bien aux Comores, ou soit parce qu'ils veulent préparer pour les parents. J'ai aussi des jeunes et des moins jeunes qui viennent pour des projets d'immeubles, de commerce au rez-de-chaussée. Je citerai cet exemple qui m'a beaucoup marqué. Il y avait, je ne cite pas son nom, mais peut-être il se reconnaîtra, un monsieur qui travaillait dans une banque aux Comores et qui n'habitait pas à Moroni, mais qui travaillait dans une banque donc à Moroni.
Il avait déjà une grande maison au village. Pas besoin d'une grande maison. Il avait un terrain à côté de Moroni. Et il m'a demandé de lui faire un petit immeuble mixte. Et dans ce petit immeuble, on a fait une entrée pour le parking et l'accès arrière. On a fait un studio qui est accessible depuis l'entrée du parking. Et puis on a fait les 2/3, un commerce, donc une grande surface sur une double hauteur avec une mezzanine, parce que d'abord ça lui permettait d'avoir juste un pied-à-terre à Moroni et ne plus être locataire la semaine à Moroni, alors qu'il y avait déjà une grande maison au village. Donc c'est un vrai studio, un studio sur 2 niveaux, mais qui est suffisant par rapport aux besoins. Je suis restée marquée par ce client qui est des Comores, hein, qui a dit on n'a pas besoin d'une grande surface, ma femme et moi, et notre fils. On a déjà une grande maison au village, on a besoin d'un studio. Et donc le studio, c'est au rez-de-chaussée, on garde la voiture, on a un petit séjour, kitchenette. À l'étage, on a 2 chambres, WC, juste pour que la semaine, ils puissent arrêter de payer 300 € par mois de loyer. Le plus gros de la surface, c'est une surface commerciale, sur 2 niveaux aussi. Ça a été mis en location. Comme j'ai travaillé sur le projet, donc j'ai mis en avant le côté accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, donc il y a une rampe avec la bonne pente, parce qu'au Comores, on peut avoir des rampes mais qui sont inutilisables ou utilisables de façon très dangereuse. Et donc on a fait exactement ce qu'il faut, mais avec très peu de moyens. Et d'ailleurs, une fois qu'il a fini son immeuble, donc il a gagné en loyer parce qu'il a fait des économies de 300 € par mois. Il me semble qu'après, il a arrêté de travailler à la banque. Il s'est lancé dans des activités. Il a ouvert un business à lui parce qu'en fait, c'était un investissement qui lui a permis d'assainir sa situation financière. Et on a été direct dans la fonction. On n'était pas dans l'esthétique, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais la logique, c'est celle-là, c'est de ne pas avoir peur de faire des choses modestes, mais qui souvent sont suffisantes. Et alors, dernière question que j'aurais probablement dû te poser dès le début, mais quel a été ton déclic pour te dire, bah, je m'installe aux Comores? Parce qu'en vrai, en France, il y avait de quoi faire aussi. Alors les Comores, je crois que c'est souvent une histoire d'amour, une appartenance à une terre. Moi, je dirais, c'est aussi l'amour que mes parents ont porté par rapport à cette terre. Ça peut être un amour ingrat, hein, mais c'est une forme d'amour. Moi, je suis la fille d'un monsieur qui a quitté les Comores à 10 ans, parce qu'à l'époque, quand on avait son entrée en 6e, si on devait continuer les études, il fallait aller dans la grande île à côté, c'est-à-dire Madagascar. Et donc mon papa, il a été envoyé à 10 ans à Madagascar pour poursuivre ses études. Et mes parents travaillaient à la marine française à l'époque. Et quand la marine française quittait Madagascar, parce que Madagascar était indépendante depuis les années 60, mais il y avait des accords militaires qui faisaient que la marine française devait quitter le port de Diego à partir de 73, si je ne m'abuse. Ceux qui travaillaient à la marine française avaient le choix entre rejoindre les grands ports français, Marseille, Le Havre, Dunkerque et Toulon, ou retourner dans leurs îles. Et moi, mon père, qui avait quitté sa mère à 10 ans, il a voulu que ses enfants côtoient leur grand-mère parce qu'elle était âgée et que c'était déjà une chance que lui ait pu la revoir à 30 ans, 20 ans après. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aux Comores. On a grandi aux Comores. Moi, j'ai eu mon bac au lycée Seydi Mohamed Cheikh. Et quand il y avait un choix à faire, il y a eu un choix à faire, j'étais pas la seule, on était plusieurs. D'autres personnes que j'ai rencontrées dans la sphère universitaire ici, qui étaient aussi, certains avaient quitté les Comores très jeunes, parce qu'à l'époque c'était la mode, on envoyait les enfants en France très jeunes, pour qu'ils aient de meilleures études, et on était toute une bande comme ça à se dire, faut qu'on rentre aux Comores, faut qu'on aille faire quelque chose. Déjà à notre époque, je me rappelle, on s'était cotisé, on avait financé une partie de notre équipe pour aller ouvrir une entreprise dans l'informatique. À l'époque c'était le boom de l'informatique, le début. Donc il y en a qui étaient partis d'une façon différente. Et moi, j'avais... on se posait des questions. Et puis, il y a eu l'idée de me marier avec un garçon qui vivait aux Comores et de rentrer aux Comores. Il y a aussi un autre facteur. C'est qu'en France, nous, on était locataires. Hein, on connaît les loyers en région parisienne. Et aux Comores, il y avait une grande maison, celle qui était en chantier quand on était petit, qui était finie, mais qui était inhabitée.
qui était 5 fois plus grande que l'appartement que nous payons un prix exorbitant. Et le calcul, c'était de dire, mais pourquoi payer des loyers quelque part alors qu'il y a une maison qui est vide en fait. Et c'était le début. Et puis parce que quand je partais, je savais que d'autres auraient voulu faire comme moi, mais leur choix de vie ne correspondait pas. Il y en a qui étaient déjà mariés, il y en a qui étaient déjà bien intégrés professionnellement. Et moi, j'ai entre autres choisi le métier d'architecte parce que c'est un métier qui s'exerce sous forme libérale. Donc on peut avoir une certaine liberté dans la façon d'exercer. Bon, ça c'est pas, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais j'ai négocié avec les confrères, j'ai négocié avec mon associé, j'ai prévenu la famille professionnelle, j'ai dit voilà, j'ai une opportunité, je vais aller m'installer aux Comores. Tout le monde a dit non. Moi, mon associé, il était fâché. Les autres, ils ont dit, mais Nadia, c'est une folie. C'est où les Comores déjà Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un architecte? Est-ce qu'ils pourront payer le travail que tu vas faire? Enfin, c'était tout un débat. Mais moi, l'image que j'ai en tête, c'est que je suis arrivée dans un environnement, je ne veux pas être caricaturale, mais c'était un peu comme une jungle. Et je me suis retrouvée avec une machette à me frayer un chemin, sous différentes significations du terme, mais c'était exactement ça. C'était un gros saut dans le vide. J'ai souvent pensé à ce que les confrères m'avaient dit, Nadia, c'est très dangereux ce que tu fais. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un environnement proche qui était très compréhensif. Je pense qu'il faudrait que je rappelle ce point-là. Quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, surtout quand on est une femme, c'est jamais une aventure individuelle. C'est peut-être une volonté, une motivation personnelle, mais il y a toute une famille autour qui fait que ça devient possible et ça devient pérenne. Je sais que toute ma famille et toute ma belle famille et tous ceux qui sont proches, soit ils ont eu peur en disant voilà, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis ils ont dit bah, écoute, on va t'aider, on va t'accompagner, on va te conseiller, on va te. Donc j'ai eu plusieurs coups de main, plusieurs coups de pouce, et je tiens ici à remercier toutes ces personnes qui se reconnaîtront, proches et lointaines, mais qui ont été bienveillantes. Et puis il y a aussi en face ceux qui voyaient d'un très mauvais œil ce je viens qui revient aux Comores, cette Française qui veut venir s'installer aux Comores. Alors que je m'appelle Nadia Moussa et j'ai la tête que j'ai. Donc il y a tout un environnement qui n'était pas forcément favorable. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a fait ses études en France, parce que moi je suis venue pour des études, on a été confronté à des environnements des fois beaucoup plus sournois que ça, et qu'on a tout fait pour surmonter ces obstacles-là. Et pour moi, ces petits obstacles que je pouvais rencontrer aux Comores, c'était... Il y en a qui disent je suis pas chez moi, mais je suis désolée, je suis chez moi beaucoup plus ici qu'ailleurs. Et c'est très compliqué parce que quand on est de deux environnements, moi en plus je pourrais même rappeler de trois environnements parce que moi je suis née à Digo, mes parents sont des anciens de la marine française, donc c'est un environnement un peu différent d'une famille comoro-comorienne de souche. Il y a un contexte qui est un peu différent. En comorien, on appellerait ça des parents un peu wamanga, des parents un peu d'ailleurs. Donc il y a tout ce mélange-là. Après, il y a aussi le fait que c'est très tendance en ce moment. On dit que l'Afrique ne se développera pas sans les Africains eux-mêmes. Les Comores ne se développeront pas sans les Comoriens eux-mêmes. Il n'y a que nous, d'abord, avec l'aide des autres. On a toujours besoin des autres, surtout qu'il y a un niveau de développement dans la région et ailleurs qui est très très différent. Mais ceux qui doivent être les moteurs, ceux qui doivent vraiment porter dans la durée, dans la vision, c'est surtout ceux qui ont un intérêt autre que financier. Et moi, l'idée, c'était celle-là. Nous, on est de là, on est d'ailleurs, mais on est aussi de là, et on a une vision autre que financière. Dernière question, donc c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Peut-être l'aspect financier. Moi, je commencerai par l'accompagnement financier pour citer un tout nouveau partenariat que je fais avec une entité qui s'appelle Petit Sous, Gros Sous, qui est gérée par un Comorien de la diaspora, M. Nizar Daoud. C'est une entité qui s'occupe de la santé financière des personnes et des entités et des familles aussi. Et l'idée du partenariat a pris sens dès le début parce que, en tant qu'éducateur financier, se concentre sur les aspects
gestion financière, des comptes personnels en lien avec un projet de construction. Et d'ailleurs, avec Nidoir, qui lui est plutôt financier, il n'est pas architecte, moi j'avais déjà initié des discussions quand je vivais aux Comores. J'ai rencontré certaines banques. Je parle de la BIC, je parle de la MEC et je parle de la Banque centrale des Comores pour les sensibiliser à la nécessité d'accompagner les projets de construction, mais à une hauteur logique. Un projet qui coûte 100 millions de francs comoriens, 200 000 euros. Si la banque dit « moi je vais vous donner 20 millions, 40 000 euros », c'est bien, mais je ne suis même pas à la moitié. Et après, une fois que le fonds est débloqué, s'il n'y a pas un accompagnement des garde-fous qui disent « on vous a donné 20 millions, 40 000 euros », dans un an, on vient vérifier qu'est-ce que vous avez fait. Alors, ça doit exister, hein, mais de façon très très allégée. Souvent, pour avoir côtoyé certaines personnes à une époque, le prêt qui est accordé pour le projet immobilier, il s'est perdu dans le mariage, le hajj, de tout l'environnement familial, et c'est très compliqué à contrôler. Ce partenariat financier permet de remettre ce débat sur la table avec Nidoir, et surtout Nidoir en tant que financier. On recommence à discuter avec les banques sur la nécessité d'étudier attentivement les dossiers des candidats de la diaspora. J'aimerais bien faire un coucou à Nidoir, tu as parlé de lui. Oui, et oui, si, Nidoir que j'apprécie beaucoup. Très dynamique, très... Alors, moi, je dirais un peu particulier parce que c'est un Comorien qui parle d'argent, mais d'assainissement des finances. Oui. On dit souvent que la diaspora, c'est le premier bailleur des Comores. C'est peut-être vrai en chiffres, mais en termes d'accueil sur place, je ne suis pas sûre. Hein. Et puis, moi, je ne fais pas de politique, hein, je parle de la construction. Mais je dirais juste que peut-être faudrait aussi accorder le droit de vote à la diaspora comorienne, parce que s'ils sont les premiers investisseurs, ils devraient pouvoir valider ce qui se fait aussi. Et peut-être en leur donnant le droit de vote, on arriverait à niveler vers le haut ce qu'il y a sur place, parce que le problème, c'est que le niveau est un peu différent, pour ne pas dire très bas. Et si on arrive à rehausser le niveau, on serait attractif, intéressant, pour les Comoriens de la diaspora et pour les autres. Sur le principe, je vois. Après, soit ce sera l'objet d'un autre podcast, je pense, parce que le sujet est très profond, parce que ça touche à des thématiques identitaires. Enfin, au vu du passé entre la France et les Comores, je pense que ça peut, ça peut soulever quelques réticences ou quelques tensions. Mais sur le principe, je comprends. Je suis, comme j'ai dit, militante pour le patrimoine, notamment bâti, parce qu'on est d'accord qu'il y a une spécificité qui relève d'un pays. Dans mes projets, j'aime mettre en avant les matériaux locaux. Dans nos îles, et surtout en Grande Comore, on a la pierre volcanique, qui est une pierre très belle, qui est locale, pour le coup, qui n'est pas importée, et qui permet de réduire les coûts. Donc, ce côté identitaire, spécificité locale est très important, parce que ça a aussi une incidence financière et écologique. Mais, à côté de cela, on a besoin d'être au même niveau que les autres. On se compare par rapport aux autres. Je ne dis pas qu'on va envoyer des fusées sur la Lune, mais il y a d'autres diasporas, il y a d'autres personnes d'origines diverses et qui investissent et qui s'investissent dans leur pays d'origine. Et les autres réussissent peut-être parce que leurs investissements et les autres investissements peuvent être sécurisés. Sécurisés. Parce qu'on aurait affaire localement à une codification, à une réglementation qui est écrite et appliquée de manière similaire ou quasi similaire ailleurs. Je ne pense pas qu'on sera la première diaspora à vouloir voter en dehors des Comores. Il me semble qu'il y a beaucoup de diasporas qui le font. C'est peut-être ceux qui disposent de la double nationalité qui devraient préparer. Ceux qui n'ont pas la carte d'identité nationale ne devraient pas pouvoir voter. Mais en tout cas, c'est pas une lubie que de faire comme ce que les autres font, mais ça permettrait peut-être de rehausser le niveau et puis rattraper le décalage entre les diasporas et ceux qui sont pas diasporas. Voilà. Je te promets que ce sera le sujet d'un podcast et je te mentionnerai en disant l'idée est venue de là. Mais Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup Nadia. Merci. Merci énormément. Merci Louisa. Écoute, moi je suis très contente d'être ici avec toi et avec vous
qui allait écouter l'émission aujourd'hui. Je suis très très intéressée par ce genre de rencontres. Peut-être pas que moi, mais avoir l'occasion d'échanger avec d'autres personnes, peut-être animer un débat ou en tout cas créer l'échange autour d'une table, parce que la particularité de mon métier, c'est que nous, on nous appelle souvent des chefs d'orchestre. On est au milieu et on doit répartir les missions, les tâches, les phases avec d'autres intervenants. C'est un énorme travail d'équipe. Pour une finalité commune, c'est livrer un bien, soit une maison, soit un bâtiment, avec toute une équipe à différentes phases qui interviennent. Et entre autres, parmi cette équipe, il y a le côté financier. Parce qu'il n'y a pas que l'électricien, le plombier, le maçon. Il y a celui qui fait que ces gens-là seront payés, nous serons tous payés. Donc ce sont les financiers, ceux qui, pourquoi pas à un autre niveau, des juridiques, parce que quand on parle de financier, on parle aussi de juridique, cadrer les choses pour que l'offre, l'accès à la promotion immobilière aux Comores soit pas une aventure solitaire, peu structurée, mais un dossier qui est cadré et qui fait qu'on y avance de façon sereine. Moi, j'aime beaucoup rappeler le fait que d'autres diasporas sont déjà très structurées. D'autres diasporas sont déjà en train d'investir dans leur pays d'origine depuis des générations, peut-être même, sûrement même. Et chez nous, ça reste encore une aventure solitaire. On est quelques professionnels à proposer un accompagnement, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a tout un environnement à mettre en place. Avec Comlink, il y a d'autres partenaires et d'autres partenariats qui sont en train de se mettre en place. Là, on a parlé de Nivoire, mais il y a aussi d'autres qui vont, j'espère, on viendra ensemble parler de la concrétisation de ces aspects-là. Mais c'est très, très important parce que ça touche d'autres personnes qui sont un peu, c'est pas pour être péjoratif, embourbées dans des réflexions qui peuvent être des fois inextricables. On ne prétend pas régler tous les problèmes, mais on pourrait éclairer sur certains domaines et dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc la notion de phasage, entre autres, c'est un aspect sur lequel j'insiste beaucoup. Parce que, à défaut d'avoir une grande villa ou un grand immeuble de fini, on peut avoir juste un rez-de-chaussée. Ou, même si c'est fini, mais c'est fini à l'intérieur, on peut y vivre. Tant pis si la façade extérieure, les gens qui passent, ils ne sont pas là en train d'admirer, ah oui, on a vu la grande maison d'un tel ou le gros immeuble d'un tel. Mais c'est dans la fonction, c'est dans l'utilisation et aussi dans la rentabilité. Parce que ça fera peut-être l'objet d'autres entretiens, d'autres sphères, mais un investissement de quelqu'un de la diaspora par rapport au pays d'origine, c'est aussi un investissement qui peut et qui est rentable pour la version Comore. Moi, dans mon vécu, des clients pour qui j'ai travaillé, c'est un gros effort, c'est une aventure peut-être solitaire au début, mais après, ils peuvent être tranquilles. J'en dirai pas plus, mais c'est un investissement qui peut être et qui est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louisa. À très bientôt. À très bientôt. Et on se dit à très vite sur Trait d'Union.